sommes au rendez-vous de l'histoire de Blois, qui est une grande manifestation qui attire pendant 4 jours dans la ville de Blois plus de 40 000 enseignants, amateurs d'histoire. C'est la 18e édition des Rendez-vous de l'Histoire et en raison de nos 350 ans, on a noué un partenariat avec les Rendez-vous de l'Histoire pour être présents cette année. Et nous avons donc proposé plusieurs tables rondes, plusieurs conférences, ce stand aussi au Salon du Livre et des visites de notre centre d'archives qui se trouve à Blois. On va essayer de parler aujourd'hui de ce qui bouge les entreprises, de ce qui les change, parfois de ce qui les fait disparaître, en définissant peut-être cette culture d'entreprise comme un ensemble complexe qui est réuni en interaction autour d'une identité qui est pérenne ou pas d'ailleurs, qui peut changer, qui réunit des hommes, qui réunit des métiers, qui réunit une histoire, mais bien entendu en ayant en tête que tout ceci est affecté par un environnement qui est tout autour de cela, l'environnement conjoncturel, économique, et qui parfois contrarie d'ailleurs les plans des managers qui au départ pensaient aller dans tel ou tel secteur, d'appliquer telle ou telle stratégie, mais l'interaction de l'environnement contrarie aussi parfois ces stratégies. Donc un des points clés peut-être que l'on essaiera de faire ressortir tout à l'heure, c'est tout de même de penser à la culture du temps long, car c'est aussi un des concepts qui est utile dans notre analyse. Et puis peut-être, il ne faut pas hésiter non plus à se remettre en cause et se demander si la culture d'entreprise existe vraiment, ou si c'est un vrai outil d'analyse de l'évolution et du changement pour les sociétés. Donc changement peut-être moins par les valeurs, mais avec les valeurs, c'est-à-dire en prenant en compte les valeurs lorsqu'on veut changer ces valeurs précisément. C'est évidemment la problématique du changement dans la continuité de l'entreprise. Changer une entreprise sans la casser, c'est évidemment extrêmement important. Mais l'autre réponse plus insolente est de se dire que la culture d'entreprise n'est peut-être qu'un concept abstrait qui sert simplement au raisonnement. C'est simplement une grille d'analyse sans existence autre que virtuelle. C'est aussi une idée qu'il faudra explorer. Je vais essayer peut-être de commencer, avant de donner des définitions un peu normatives, par refaire un petit peu l'historique de cette chose qu'on appelle la culture d'entreprise. Maurice Samon y a fait allusion. C'est quelque chose qui n'existait pas dans les domaines du management ou dans les discours des dirigeants jusque grosso modo aux années 80, fin des années 70, début des années 80. Et il y a eu vraiment une explosion à la fois du côté académique et du côté des discours managériaux sous la pression d'au moins 3 raisons ou 4 raisons. La première, c'est effectivement la crise économique qui a abouti à restructurer très profondément des groupes industriels et des groupes qu'on pensait vraiment pérennes et qui n'avaient pas de raison a priori de ne pas soutenir la crise. C'est la sidérurgie, c'est l'automobile, c'est bien d'autres encore. Il se trouve que dans la sidérurgie, on a assisté à des fermetures massives en France, mais pas seulement, en Europe et aux États-Unis. Et il y a eu vraiment un problème de réflexion stratégique d'un certain nombre de grands dirigeants pour dire, au fond, c'est quoi notre métier? Comment, à partir du moment où on a fermé un certain nombre de secteurs qu'on considérait comme rente de situation au sens économique, pas au sens de ne rien faire, au sens de c'est ce qui nous faisait gagner de l'argent, qu'est-ce qui fait qu'on doit garder ou pas ces domaines? Et donc, petit à petit, une réflexion sur les origines de ces métiers, de ces technologies. La deuxième chose, alors maintenant, ça paraît un peu dépassé, mais on est un certain nombre ici, dans cette salle et autour de la table, à se souvenir du choc des Occidentaux face à la réussite japonaise à l'époque dont on attribuait les origines sur leur culture, la force de leur culture, et le fait qu'ils utilisaient, vu de loin, des méthodes de management qui n'étaient pas censées être aussi rationnelles au sens occidental que les grands dirigeants américains ou européens. On avait souvent tendance à confondre culture et identité. Maurice Hamon y a fait allusion. Et donc une première précaution qui n'est pas uniquement oratoire consiste à dire la culture, c'est d'abord du collectif. Donc il ne peut pas y avoir de culture s'il n'y a pas de communauté. Une culture s'analyse et se construit au sein d'une communauté, contribue d'ailleurs à définir une communauté en tant que telle. Mais ça veut dire aussi que par exemple cette communauté a des valeurs qui sont des valeurs qui permettent l'intégration.
Mais chose qu'on oublie souvent, les valeurs, ça permet aussi l'exclusion. Une culture, bien évidemment, elle existe, mais elle prend du temps. Et ceci prend tout son sens quand on s'adresse à des entreprises comme Saint-Gobain qui sont très anciennes. Mais vous vous rappelez que la plus vieille entreprise du monde est une entreprise d'une imprimerie japonaise qui a 1000 ans, puisque je crois qu'elle a fermé d'ailleurs, il me semble, j'ai entendu dire que... et donc c'était des gens qui étaient les fournisseurs de papier de la cour impériale. Donc vous voyez, ça laisse un peu de temps pour définir un certain nombre de valeurs et de cultures. Durer, c'est un choix. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait créer une entreprise et se dire que finalement, elle a vocation à durer 5 ans, 10 ans, puis s'arrêter ou être achetée, transformée, etc. Donc c'était vraiment, là, les entreprises qu'on est allé voir et qui sont centenaires, elles ont toutes cette conviction que durer, c'est un choix et que c'est un élément différenciant, un élément de force. Et donc pour faire ça, elles s'appuient beaucoup, et ce qui nous a frappé beaucoup, c'est que pratiquement toutes, sur les 19 entreprises qu'on a rencontrées, il y en a 17 qui ont écrit leur histoire. C'est quand même énorme, et quand on dit écrire les histoires, ça va de choses simples à des choses extrêmement détaillées, avec des recherches historiques, des historiens qui ont travaillé sur le sujet, etc. Et donc il y a une fierté de cette histoire, de savoir qui on est, qu'est-ce qu'on est, et que si on sait bien qui on est, qu'est-ce qu'on est, quelque part, ça donne la force qui va permettre de se transformer. Parce que, évidemment, si je prends l'exemple de Saint-Gobain, le Saint-Gobain, la manufacture de Louis XIV il y a 350 ans, a quand même pas grand-chose à voir avec le Saint-Gobain d'aujourd'hui. Probablement que si. Et d'ailleurs, il y a un certain nombre d'éléments qui sont à chercher du côté de la culture. Et ce que dit Frédéric Sanchez, il dit l'histoire, c'est intéressant. Non pas parce que, pour dire qu'on est immortel, mais parce que ça rappelle justement qu'on a failli mourir et que, donc, du coup, il faut être vigilant à ça et qu'on a été en capacité de se transformer. Et je trouve que c'est intéressant quand on parle d'histoire, quand on parle de culture. Ces débats, je parlais des bases tout à l'heure, mais c'est effectivement les éléments qui permettent de se tenir et de pouvoir bouger. Les cultures qui marchent, vous pouvez être à la fois une culture très forte et ce que j'appelle une culture ouverte. C'est-à-dire qu'effectivement, une culture très forte et qui serait fermée, ça s'appelle un clan. Et les clans, ça ne survit pas longtemps, en tous les cas. Et dans les mondes dans lesquels on est, ça ne survit pas. En fait, aujourd'hui, je pense qu'on ne prend pas une culture et qu'on ne l'impose pas. Je pense que, alors, pour le coup, il y a des chiffres et on a des dizaines d'exemples qui montrent que ça ne marche pas. On sort de 10 ans ou de 15 ans, on n'a parlé que de process et d'argent dans les organisations. On a parlé de finances, de process, etc. Et que quand le mot de culture revient à la surface, on est en train de reparler de l'humain. Et on est en train de s'intéresser aux individus qui sont derrière. Et moi, je trouve que c'est une excellente nouvelle. Il y a d'autres modèles, moi, qui m'inspirent également, c'est les modèles productifs de Boyer et Fraissinet, donc qui nous montrent ici que la culture a à voir avec la façon dont l'entreprise est insérée dans la société, dont elle partage un compromis social. Le modèle qui m'inspire le plus, c'est le modèle de Flickstein. En fait, Flickstein nous dit, quand on regarde les pratiques de management depuis un siècle, on voit 3 grandes phases se succéder. Un modèle où la logique dominante, en fait, c'est une logique de production, en gros de la fin du 19e jusque dans les années 50. Une deuxième logique qui est une logique de marketing qui fait la place, la part belle en fait à tous les mécanismes de vente. Les marchés sont devenus saturés et donc ici on voit se développer de nouvelles façons de gérer l'entreprise. Et puis, à partir des années 50, on voit apparaître un 3e modèle de gestion de l'entreprise axé autour de la finance, avec des processus financiers qui deviennent centraux, des dirigeants, par exemple, qui sont majoritairement issus de la filière finance des grandes entreprises. Donc moi, ce modèle, il m'inspire beaucoup parce que c'est au travers de ces passages de témoins, en fait, que l'on voit des conflits apparaître. Quand vous avez une entreprise qui a grandi, qui s'est développée dans une logique de marketing, et tout à coup, on lui impose une logique de financiarisation, financiarisation, je vais y revenir après, ça perturbe en fait les cadres qui sont en place, ça perturbe les habitudes de travail, et donc du coup derrière ça crée des conflits, ça crée des chocs qui vont mettre du temps à se régler parce que souvent ça se joue sur le départ des personnes. Alors Saint-Gobain me paraît assez illustratif en fait de ce phénomène. J'ai eu l'occasion d'interroger un certain nombre de cadres de Saint-Gobain, et ce qui me frappe en fait dans l'histoire de Saint-Gobain, c'est ce qui se passe après la fusion Pont-à-Mousson-Saint-Gobain. Saint-Gobain est relativement précurseur en fait en matière de développement d'outils financiers.
vous en rendez peut-être pas compte, mais j'ai interrogé aussi plein d'autres personnes en dehors de Saint-Gobain. Et Saint-Gobain est assez précurseur. Monsieur Beffa, vous avez introduit le ROI, par exemple, à la fin des années 70. J'ai eu l'occasion d'interroger d'autres entreprises. Ils nous disent on est très très moderne, on l'a introduit à partir de 2007. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que cette phase de finance, en fait, elle s'est transformée à partir dans les années 90, en une phase là de financiarisation, où la finance, le contrôle, le pilotage des entreprises par la finance a pris une toute autre notion. On a vu apparaître de nouveaux indicateurs. On voit, il y a l'emphase émise sur de nouvelles pratiques de gestion, comme l'introduction de plans d'économie. La notion, les entreprises ont toujours fait des économies, mais l'idée d'introduire des plans d'économie avec des objectifs qui vont être affichés sur les marchés, qui vont être pilotés, ça c'est quelque chose de relativement récent. Il y a des thèses qui ont été faites sur le sujet, et on change complètement de nature en fait de pilotage. On passe d'abord d'un contrôle assez comptable au début des années 70 à un contrôle business partner, on accompagne des logiques d'amélioration continue, à majoritairement des cultures de financiers avec des gens de direction financière qui viennent majoritairement des grands groupes, des grands cabinets d'audit. Et une petite anecdote me racontait un contrôleur de gestion dans un grand groupe français, Alstom, il me dit dans les années 2000, je vois apparaître les petits hommes en gris. Et ça aussi, ça traduit bien cette idée de culture, les petits hommes en gris. Quand vous connaissez le milieu, en fait, ils parlent des auditeurs. Ils arrivent, ils savent tout. Leur culture, c'est pas une culture de la finance appliquée à l'entreprise, c'est une culture de la finance qui s'applique à toutes les entreprises. Et ça change radicalement, en fait, le mode de management. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de vous parler de la liaison entre la stratégie et la culture de l'entreprise. Cette interaction permanente, la stratégie d'un groupe doit ensuite s'insérer pour sa mise en œuvre dans l'observation, y compris pour sa conception d'ailleurs, dans l'observation des mutations de la planète. Le rôle d'ailleurs d'un président-directeur général n'est pas de faire de la gestion. Le rôle véritablement, c'est de voir les mutations géostratégiques ou géoéconomiques de la planète avant ses concurrents et de le traduire avant eux dans des actions concrètes. Ça, c'est pour moi l'essentiel de ce que j'ai cru du point de vue de la stratégie. Alors ensuite, bien sûr, une fois les principes, une fois les mutations de la planète, il y a le hasard. Le hasard joue un rôle extrêmement important dans la mise en œuvre d'une stratégie. Et à certains moments, la stratégie de Saint-Gobain aurait pu bifurquer dans un sens ou dans l'autre, et le hasard a joué un rôle absolument essentiel. Mais c'était un hasard qui se traduisait par ensuite des éléments concrets, qui étaient les éléments concrets de la mutation de l'entreprise, des entreprises qui en font au sein du groupe cet ensemble, qui ont changé, vous l'avez rappelé. En gros, pendant ma présidence, ça a été en effet une mutation. Nous avons vendu à peu près la moitié du groupe, nous en avons acheté à peu près la moitié. Donc j'ai dès le départ refusé, dans la lignée d'ailleurs là de mes deux prédécesseurs, la dictature, entre guillemets, de la financiarisation anglo-saxonne. Étant dès le départ attaché non pas à un modèle libéral financier qui était devenu relativement dominant, mais attaché à ce que j'appelle dans mes livres un modèle industriel commercial très semblable à celui adopté par d'autres pays. Pour mon époque, n'en citons que deux, le Japon et l'Allemagne. Il est très important dans Saint-Gobain de garder le dialogue social. Nous insérons évidemment aussi une tradition historique de Saint-Gobain, là pas du tout de Pont-à-Mousson, qui est le prince de Breuil, l'amener, le catholicisme social, etc. Car s'il y a une influence, elle n'est pas protestante, mais un tout petit peu catholique dans Saint-Gobain. Voilà, encore qu'aujourd'hui, évidemment, nous sommes complètement laïcs, si je puis dire. Voilà, le dialogue social est au cœur de Saint-Gobain. J'ai géré comme le patron d'une entreprise allemande. Je n'ai pas géré comme un patron d'entreprise anglo-saxonne. Et j'ai pu le faire. Et ça a été pour moi fondamental. Nous avons fait cette mondialisation de l'économie en étant extrêmement attentifs à des aspects historiques. Quand l'Allemagne de l'Est s'est ouverte, je suis allé dans l'évêché de Rome, pas dans l'évêché de Constantinople. Pourquoi? Parce que mes deux lectures fondamentales, Braudel d'une part dans Grammaire des civilisations et l'école de la régulation, c'est-à-dire les travaux de Michel Aglietta, ceux évidemment de Robert Boyer et d'autres sur les systèmes d'innovation de Bruno Amable, m'ont beaucoup appris dans les choix ensuite que j'ai faits comme dirigeant d'entreprise. La lecture de l'histoire
a influencé l'essentiel enfin toute une série de choix industriels évidemment structurants pour l'entreprise. Je conclus maintenant sur les défis du futur. Le défi du futur était évidemment la digitalisation, si je puis dire, du phénomène de l'entreprise. Je crois, et je le dis, moi j'ai eu à préserver Saint-Gobain de la mondialisation et notamment de la concurrence des pays émergents, entre guillemets, d'en profiter et de protéger Saint-Gobain, pour faire simple, des Chinois. Alors que bien deux groupes, je crois, ont des problèmes redoutables, je ne veux pas en citer ici, face à la concurrence chinoise. Le défi, disons, de la digitalisation me paraît être un défi qui va changer la culture de l'entreprise, sa structure, de façon encore plus profonde. Il y a une raison un peu conjoncturelle qui fait qu'on s'intéresse probablement à la pérennité des organisations, c'est la rapidité des disparitions. Je crois quand même que dans les quelques années qui se sont écoulées, on a vu des disparitions d'entreprises, de très grosses entreprises. Bon, on pense tous à Enron, on pense tous à Arthur Andersen, des entreprises qui précisément qu'on croyait immortelles, qui ont disparu vraiment à une rapidité époustouflante. Voilà. Donc finalement, l'époque récente nous a rappelé qu'avec une certaine cruauté, qu'effectivement les entreprises étaient mortelles. Il y a un mouvement depuis quelques années assez important de remise en question d'un certain capitalisme financier. Dans les années 70, on a laissé s'installer ce paradigme de la création de valeur pour l'actionnaire et finalement s'étant suivi ce qu'on appelle la financiarisation de l'économie. Et vous avez dit tout à l'heure, d'ailleurs, vous avez cédé à cette mode, puisque vous avez dit finalement une entreprise est faite pour gagner de l'argent. Non, elle n'est pas faite pour gagner de l'argent. L'argent, c'est un moyen, et c'est une mesure de son résultat. Mais l'entreprise, c'est d'abord un projet. C'est d'abord un projet collectif. D'ailleurs, ce matin, Jean-Louis Beffa le rappelait avec son talent habituel. C'est d'abord un projet collectif. Et je crois que la pérennité du projet, pour ceux qui y participent, est un élément absolument moteur. On mobilise les hommes dans une organisation autour d'un projet, pas autour du profit. Ça ne motive personne de dire on va être les plus profitables de la place. Ce qui motive les gens, c'est d'avoir le sentiment de participer à une aventure collective. Et une entreprise, c'est d'abord une aventure collective. On a effectivement découvert que les entreprises familiales étaient plus performantes dans les périodes de crise que leurs homologues non familiales, comme si elles se concentraient sur ces épisodes de crise justement pour survivre, parce que pour eux, la pérennité de projet, qui est aussi la pérennité du patrimoine d'une famille, est évidemment essentielle. Je crois, pour ma part, c'est une conviction ou une hypothèse, que les organisations sont faites pour durer et que leurs créateurs, les entrepreneurs, quand il s'agit d'entreprises, ont toujours dans la tête un rêve d'éternité. Moi, je suis en complet désaccord avec ce qui a été dit ce matin, avec ce qui va être dit et vient d'être dit cet après-midi. La pérennité de l'entreprise, pour moi, ne se mesure que si elle est considérée comme un simple agrégat d'actifs. D'ailleurs, la famille Ornano a vendu une première société Ornano, puis une deuxième. Vous êtes la troisième, si je ne me trompe pas. Donc vous ne vous êtes pas gênés, vous-même, les Ornano, pour vendre vos actifs. Pour moi, l'entreprise n'est qu'un portefeuille d'actifs et qu'elle n'est faite que pour gagner de l'argent, ou du moins pour en faire gagner. À ces actionnaires, je ne parle pas ici des salariés, bien entendu, qui ne sont qu'un actif parmi d'autres. Et nous sommes confrontés au darwinisme. Alors, je sais bien que c'est un mot que l'on n'aime pas en français. Darwinisme, le darwinisme, oui, le darwinisme, ce sont les entreprises qui sont destinées, de toute façon, à mourir. Or, nous sommes d'autant plus confrontés à nouveau à ce risque, comme on l'a déjà été dans les années 74, début des années 80, au moment de la transition entre la deuxième et la troisième révolution industrielle, qu'à un certain moment donné, l'intensité des risques
devient énorme à cause des mutations dont nous n'allons pas parler aujourd'hui, mutations technologiques, et par conséquent, l'entreprise est confrontée à un risque d'inclinaison de sa trajectoire de croissance. Et dès lors, elle va faire moins d'argent, ou elle va se surendetter, Jean Peugeot, et disparaître, ou être récupérée par un Superman chinois. Et dès lors, on est bien confronté à la fragilité. L'historien, c'est l'historien de la fragilité. Chez Schumpeter, à la suite d'ailleurs un peu de Jean-Baptiste Say, qui parmi les économistes avait déjà parlé de l'entrepreneur, il y a un très beau tableau de ce qu'est l'entrepreneur comme homme. Psychologie de l'entrepreneur, créateur, visionnaire, homme d'un projet. Mais Schumpeter est à la lisière de deux mondes parce qu'il observe autour de lui. N'oublions pas qu'il a fini par se fixer aux États-Unis. Il est devenu citoyen américain. Il a écrit en anglais à la fin de sa vie. Il était à Harvard. Il a observé les entreprises américaines. Et là, il a constaté la naissance de la grosse structure. Il y a toujours des entrepreneurs, mais il y a la grande organisation, bien conçue, rationnelle, Standard Oil, les voitures de l'automobile, etc. Et il s'inquiète un peu d'une dichotomie dans sa tête. Il est un peu mélancolique entre l'entrepreneur comme homme et l'entreprise. Cela étant, je crois qu'il force un peu le trait et en réalité, dans une entreprise, il y a toujours des entrepreneurs. Donc il faut bien distinguer les deux, mais ne pas les opposer complètement à l'époque actuelle. Il y a des façons d'être un dirigeant d'une grosse organisation, comme Saint-Gobain, et d'avoir l'esprit d'un entrepreneur. Alors je crois qu'une des raisons pour lesquelles ce thème revient, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes un peu fascinés tous par la figure des nouveaux entrepreneurs qui ont gagné beaucoup d'argent dans les firmes plus ou moins liées à Internet. Bill Gates et tout ça. Donc, eux nous ont un peu ramenés à ces hommes de la Renaissance et du Moyen-Âge. Ça nous a un peu éloignés de l'entreprise. Oui, il y a comme un retour de l'idée d'entrepreneur par-delà les structures. Pour une partie de la théorie économique, et en particulier pour le cœur de la théorie libérale, Marshall, l'entreprise n'est pas faite pour durer. Je ne veux pas dire que les entreprises qui durent ne sont pas des entreprises libérales ou classiques. Mais je voulais rappeler cette évidence. Et puis, on vient de citer Fernand Braudel. Jean-Pierre vient de citer Fernand Braudel, mais je suis désolé, j'ai relu comme lui Braudel avec son nationalisme libéral, celui de Braudel. Il insiste lourdement dans plusieurs de ses ouvrages fondamentaux. Là, j'ai noté dans l'identité de la France, par exemple, sur le fait que les entreprises, elles doivent mourir. Et il se réfère à un obscur, j'ai été vérifié, économiste qui s'appelait Hoffman, pour faire une loi sur la nécessaire brièveté. Bon, qu'est-ce qui fait la pérennité? Quels sont les ressorts de la pérennité? Parce que je vous ai écoutés tous les deux, mes chers et vieux amis, mes inestimables collègues, mais on n'en parlé que de manager. Vous ne parlez que de manager. Non, moi je regrette. Qu'est-ce qui fonde la pérennité d'une entreprise? C'est des bons managers, mais des bons produits, des bons salariés, et puis, au risque de hérisser certains, de bonnes politiques économiques. Qu'est-ce qui assure la pérennité? Il y a une certaine continuité dans les métiers. Alors là, c'est subtil, et d'ailleurs le président Beffa a montré comment il se continuait tout en changeant en permanence. Donc moi, je vois dans ces ressorts de la pérennité une certaine continuité dans les métiers, une certaine continuité dans les rapports au territoire. Et là, là aussi, le président Beffa a dit des choses tout à fait intéressantes ce matin. Et puis, bien sûr, la culture d'entreprise. On a tous envie d'être pérenne et on a tous conscience, être humain ou entreprise, qu'on ne l'est pas. On sait tous qu'on va disparaître et on a tous envie de durer le plus longtemps possible.
à deux niveaux, et je pense que le problème se pose déjà au niveau personnel d'entreprise et puis au niveau de la France. Au niveau du pays, c'est aussi un sujet, parce que au niveau du pays, vous savez qu'en France, on a à peu près autant de TPE que les autres pays européens, on a autant de PME, on a autant de grandes entreprises, même un petit peu plus, un petit peu moins grosses que les allemandes, mais dans les 500 premières mondiales, il y a 40 françaises et 39 allemandes. Par contre, ce qu'on n'arrive pas à faire, c'est à développer nos PME à des tailles qui sont les tailles ETI, c'est-à-dire, vous savez, ETI, c'est 50 millions à 1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires. C'est-à-dire que cette pérennité, on n'arrive pas à la tenir, on n'a pas ces développements, et il y a 12 500 ETI en Allemagne, il y a 4 500 ETI en France, il y a 10 500 ETI en Angleterre, il y a 8 000 ETI en Italie. Donc je pense que cette question de la pérennité, c'est un vrai sujet peu abordé jusqu'à présent dans le débat économique, qui commence à l'être, et on s'en félicite. Nous l'avons porté, par ailleurs, je m'occupe du Métis, c'est justement le mouvement des entreprises de taille intermédiaire. Nous l'avons porté parce que nous pensons que c'est vraiment un problème. Ces entreprises sont des entreprises très implantées dans les territoires, très utiles. En France, on adore les start-up, et on a raison, parce que c'est génial les start-up. Mais la start-up, c'est une chose. Vouloir construire une entreprise dans le temps, c'en est une autre. Et c'est grâce à cette construction qu'on arrive à avoir des entreprises de taille mondiale, capables de résister sur des marchés ouverts. Et c'est une vraie question qui se pose aujourd'hui en France, et vraiment important. Vous pouvez, très légitimement d'ailleurs, être quelqu'un de projet, d'idées, mais pas quelqu'un de construction. Ce n'est pas forcément toujours les mêmes qualités. Donc on a besoin des projets, on a aussi besoin du sens de la construction et du sens de long terme. Et du coup, voilà, cette idée de pérennité dont on parle, elle est à mon sens, super importante. Moi, je ne trouve pas que l'entreprise soit un agrégat d'actifs. En tout cas, je ne le vis pas comme ça. Et je pense que vous raisonnez beaucoup en termes de grandes entreprises et de capitalisme financier. On le fait trop. En France, on pense beaucoup grosses entreprises. Tous les noms que vous avez cités sont des noms de grosses entreprises. Pour moi et pour mes équipes, l'entreprise, on la vit. On la vit, et plus vous descendez de taille d'ailleurs, plus vous la vivez. Et quand même, les plus grands nombres d'entreprises, c'est les TPE, les PME et les ETI. Et c'est une aventure humaine, qui ne veut pas dire que vous n'êtes pas obligé de faire des choix, mais c'est une aventure humaine. La vraie question que vous devez vous poser, c'est à quel terme? Est-ce que vous voulez gagner de l'argent à court terme, ou est-ce que vous voulez gagner de l'argent à long terme? Et ça, c'est la vraie question. Parce que selon le terme qu'on fixe, et je pense que ce sera peut-être la suite du débat, selon le terme qu'on me fixe moi en tant que manager et non plus actionnaire, je ne dirige pas l'entreprise de la même manière. Et donc la question c'est, oui, on veut gagner de l'argent, mais est-ce qu'il ne faut pas parfois investir, dépenser? Et je vous terminerai par un mot. Mon père, pour lancer Sisley et garder cette idée de construction de marque à l'entreprise et garder son indépendance, n'a pas distribué de dividendes pendant les 20 premières années de l'entreprise. Pourquoi? Pas parce qu'il est un mécène, mais simplement parce qu'il voulait garder cette capacité à développer son entreprise. Et donc la question vraiment qui se pose, c'est à quel terme veut-on gagner de l'argent? J'ai mis en cause la question du déclin industriel de la France. Peut-être que chacun de nos intervenants pourrait nous dire en 5 minutes, très brièvement, si au fond, quel est le constat que l'on peut faire aujourd'hui? Est-ce que les chiffres révèlent la réalité de ce déclin ou non? Voilà. Juste 2-3 chiffres pour vous situer l'ampleur très impressionnante du problème. En 1960, 30% des emplois étaient dans l'industrie manufacturière, aujourd'hui 11%. Alors cela, nous en parlions avant, est un peu trompeur, parce que vous savez que sur cette période, l'industrie a externalisé un certain nombre de fonctions qui étaient des fonctions de service et qui étaient auparavant dans l'entreprise. Mais même si vous corrigez de cela, il y a un amaigrissement tout à fait considérable de l'industrie. Peut-être on en reparlera tout à l'heure. Un des points sur lesquels beaucoup travaillent aujourd'hui, c'est que ceci inverse une tendance qui était très importante dans les années... à la fin des années 40, des années 50 et 60, qu'on appelait le grand déversement, c'est un terme qui était inventé par Alfred Sauvy, et qui disait que l'évolution de la structure des emplois était bonne pour la croissance et le progrès technique, puisque les paysans devenaient ouvriers. Or là, vous voyez qu'on a une dynamique qui est très différente, puisque les ouvriers deviennent employés des services, et assez souvent des services domestiques, et qu'on détruit des emplois plus sophistiqués que les emplois qui se créent. Peut-être qu'on y reviendra, mais c'est une dynamique qui est extrêmement inquiétante, qu'on peut appeler anti-schumpeterienne. On est confronté aujourd'hui à quelque chose qui est assez important, je crois, qui est la réindustrialisation des États-Unis, qui est tirée pour beaucoup par les prix bas de l'énergie
Et vous voyez aller aux États-Unis un certain nombre d'industries qui partent d'autres pays, qui partent d'Europe, qui partent d'Asie, dans la chimie, dans l'automobile, dans le plastique, enfin dans tout ce qui a beaucoup de consommation d'énergie. Et ça, c'est bien sûr lié au gaz de schiste et à la baisse des coûts de l'industrie aux États-Unis. Donc il y a des exemples de pays de l'OCDE. Il y a des pays qui sont toujours restés industriels, on parlait de l'Allemagne ou de l'Autriche, mais il y a des pays de l'OCDE qui, après s'être très longtemps désindustrialisés, aujourd'hui se réindustrialisent. Alors reste à savoir si le modèle américain de réindustrialisation est un modèle que nous aimons, puisque c'est un modèle qui n'est pas très haut en gamme et qui est quand même très fortement lié à l'énergie, aux énergies fossiles, enfin, mais il y a une vraie réindustrialisation des États-Unis. Ce mouvement n'est pas le mouvement uniquement de la France. C'est un mouvement absolument global, c'est-à-dire que le sujet, c'est pas un sujet de désindustrialisation française, c'est un sujet de réduction de la part de l'industrie dans le PIB au niveau mondial. Si je prends des statistiques qui sont un peu plus courtes et qui s'arrêtent en 2012 et donc qui ne prennent pas en compte ce que disait Patrick tout de suite sur la réindustrialisation américaine. Si je regarde, la France est passée de 1/4 à 1/5 de son PIB dans l'industrie entre 1995 et 2012, ce qui fait à peu près, si je prends le rapport entre les deux, moins 18%, et le monde est passé de 1/3 à 1/4 à peu près, ce qui fait aussi moins 18%. Donc c'est un mouvement global, général. Même les industriels s'intègrent dans le service de plus en plus aujourd'hui. Et donc ça crée des emplois, ça crée de l'activité, mais statistiquement, il y en a une partie de nos activités, une partie de nos filiales qui vont être classées dans les services. Et donc, et je crois que si on veut analyser l'évolution de l'industrie au global dans la mondialisation, il faut aussi qu'on analyse ce phénomène. L'Europe représentait 20% de la population mondiale dans les années 60. On est aujourd'hui à 10%. Et dans 50 ans, mécaniquement, on ne pourra pas y faire grand-chose, on sera à 6%. Et donc, notre position à l'intérieur de la mondialisation, elle sera aussi linéairement liée à notre démographie. Et j'ajouterai un troisième point, qui était, nous avions un espèce de monopole de qualité institutionnelle de nos institutions au XVIIIe siècle. Nous étions, je dirais, les rares endroits au XVIIIe siècle de la planète où nous avions un état de droit. Aujourd'hui, l'état de droit dans le sens où on a un état de droit protecteur des investissements, protecteurs de l'activité, s'est répandu de façon beaucoup plus large. Nous sommes plus en monopole et de temps en temps, quand je suis un peu plus critique, je dirais même que notre état de droit est devenu un état de droit exponentiel, c'est-à-dire qu'il y a un nombre de normes et un nombre de complexité qui est tel que ça réduit la prise de risque et donc réduit sur le long terme le développement industriel. Le paradoxe, c'est que dans un pays qui se désindustrialise, nous l'avons entendu, l'industrie de nos concurrents vient se faire sur le territoire français. On ne sait pas que les Coréens produisent Arbor Pacific pour plutôt des dames qui se parfumeraient avec Lolita Lampica, par exemple, chez nous. On ne sait pas que 30% de la production industrielle de Shiseido, le géant de la cosmétique japonais, se fait chez nous. Et la conclusion que je ferai, c'est que quand on associe la notion de Made in France, qui devient essentielle pour le consommateur, par sa qualité, par l'innovation, par la sécurité des produits, par le respect de l'écologie et de l'environnement, à la production, elle peut, on en parlera tout à l'heure, sur des objectifs qui sont différents de celui d'une compétitivité par les coûts, par les salaires, qui est une descente infernale, chacun le sait, puisqu'on trouve toujours plus chinois que les Chinois. Les Chinois sont en train de s'en apercevoir, avec les Vietnamiens, les Cambodgiens, qui leur font, pardonnez-moi, mais le tour de cochon qu'ils nous ont fait. Pas de l'année du cochon, le tour du cochon tout court. Et donc, c'est quelque chose qui est très important. Dominique, vous nous posiez la question avant ce débat finalement de est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal la globalisation. Moi, je me demandais si finalement le capitalisme, une de ses qualités, c'est pas la capacité au changement et à l'adaptation. Et finalement, est-ce que c'est mal ou est-ce que c'est bien, c'est pas vraiment la question. C'est comment est-ce qu'on arrive à s'en débrouiller, si j'ose dire. Et d'une certaine manière, vous parliez aussi du leadership de certains pays. Est-ce que, encore une fois, c'est la question, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que le leadership économique? Au moment où les États reviennent dans le jeu, on avait l'impression qu'ils avaient disparu. On nous avait dit il y a 10 ans, non, l'État c'est terminé, les politiques ne peuvent plus rien faire. Quand vous regardez les émergents, ils s'intéressent très sérieusement aux industries, aux secteurs stratégiques. Ils refondent la politique économique. Certes, c'était une très bonne remarque de dire que le monde devient plus une économie de service.
Et ça, c'est quelque chose qui est extraordinairement important pour le fonctionnement de l'économie mondiale, en particulier par le fait que les échanges commerciaux deviennent de plus petite taille. Même si cet environnement est un environnement où tout le monde devient un peu plus une économie de service, la Chine devient beaucoup plus une économie de service, la situation relative de la France par rapport à la norme est quand même extrêmement insatisfaisante et même inquiétante. L'industrie française a un niveau de gamme qui est faible. Les économistes mesurent le niveau de gamme par la sensibilité de la demande au prix. Si vous vendez un produit qui est haut en gamme, sa demande est peu sensible à son prix. Mon voisin de droite fabrique des produits, c'est même parfois dans l'autre sens. Plus c'est cher, mieux ça se vend. Hein. Ouais, mais voilà. Mais quand vous prenez l'ensemble de la production industrielle française, vous trouvez que la sensibilité de la demande pour les produits français au prix est très élevée. Techniquement, si les prix des produits français augmentent de 10%, la demande baisse de 8%. Si vous faites le même calcul pour l'Allemagne, vous trouvez 2. Si vous faites le même calcul pour le Japon, vous trouvez 1. Donc nous avons un problème de niveau de gamme, évidemment, et il y a un travail très intéressant qui vient d'être fait par le Conseil d'analyse économique qui montre que ce problème de niveau de gamme est vrai dans tous les secteurs, sauf le luxe et l'aéronautique. On peut avoir débat, c'est-à-dire il y a des gens qui pensent que ce n'est pas forcément une bonne idée d'être un pays industriel. D'abord, l'industrie, et ça a été dit aussi, mais il faut le rappeler, tire le reste de l'économie. La consommation de services par l'industrie, c'est aussi gros que la valeur ajoutée de l'industrie. Les pays qui n'ont pas d'industrie ou une toute petite industrie sont effectivement confrontés à un problème chronique qui est qu'ils n'arrivent pas à équilibrer leur commerce extérieur. Hein, les échanges de services, ça reste extrêmement petit. Il y a un seul pays au monde qui vit de ces excédents des services, c'est le Royaume-Uni. Patrick Artus a raison. L'industrie, c'est le socle et on construit le reste dessus. Et quand on dit que le socle, c'est 3 millions d'emplois industriels qui ne sont pas tous des emplois d'ouvriers pour une nation de 65 millions d'habitants, on peut s'inquiéter puisque ça fait un socle, il suffit de le regarder, où il semble que la base est un peu faible. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, vous avez dit que l'industrie tirait l'économie, mais l'industrie tire l'avenir. Quand on regarde la recherche-développement, on s'aperçoit, et la recherche-développement, je n'ai rien contre, dans le domaine bancaire ou dans le domaine assurantiel, est certainement très intéressante. Elle est néanmoins moins intéressante que dans le domaine aéronautique, le domaine chimique, le domaine nucléaire. Et il est clair que celui qui fait la course en avant prend un avantage et vend ses produits aux autres de manière évidemment plus attractive puisqu'il est le seul à avoir les produits de l'avenir, il a le talisman de l'avenir et cela marche. Et c'est dans l'industrie qu'on les fait. Ce qui fait qu'on peut être compétitif, c'est la quatrième partie que j'ai appelée un petit peu générale d'intelligence, c'est-à-dire la R&D, c'est-à-dire l'innovation, c'est-à-dire la volonté d'entreprendre et de faire des produits nouveaux qui ne sont pas des produits dans lesquels le volume de main-d'œuvre et le volume de capital est tel que s'ils se transportent, ils sont faits à l'autre bout du monde. On voit bien que les grandes capitalisations boursières mondiales de ces dernières années, elles ne se sont pas faites sur de l'argent, de la matière première, du capital des matières premières. Elle s'est faite sur des inventions, des ruptures technologiques. C'est vrai qu'on recule, et c'est vrai qu'il y a des facteurs structurels, pas assez de TI, mais il y a aussi des facteurs conjoncturels. Notre environnement sociopolitique, les réformes qui ne sont pas faites, les taxes qui pèsent sur les entreprises, ouvrons le débat ou non, c'est mauvais pour l'industrie ou c'est bon pour l'industrie. Le problème, c'est que la politique industrielle française qui a gouverné l'industrie française jusqu'aux années 70, elle s'est évaporée. Elle agit de temps en temps par des coups comme Alstom, peut-être Air France, il faudra bien recapitaliser Air France, Areva, mais une fois qu'on a enlevé ces 2-3 coups, où l'État met la main à la poche parce qu'il faut bien le faire, il n'y a plus de politique industrielle possible puisque nous sommes dans un univers concurrentiel. Sur cette question de compétitivité et d'innovation, c'est l'apparition aussi de formes différentes de mesure de la performance. On a aujourd'hui, en particulier aux États-Unis, un mouvement qui commence à être un mouvement de fond sur des formes d'enregistrement des entreprises qui tentent la sortie de la dictature des actionnaires. C'est-à-dire, on a des nouvelles formes d'enregistrement des sociétés qui ne sont plus la société anonyme classique, mais on a ce qu'on appelle le B Corp, le Benefit Corporation, dans lequel, dans les statuts, on a la réussite d'un objectif qui peut être social, mais qui peut être une innovation, par exemple développer l'intelligence artificielle. Et donc, la performance de l'entreprise n'est plus seulement mesurée par ce qu'elle donne aux actionnaires, et en particulier les dirigeants ne sont plus menacés
d'être poursuivis en justice s'ils ne satisfont pas à la rentabilité des actionnaires, mais par contre, ils doivent remplir la mission qui est inscrite dans les statuts. La globalisation, ça passe aussi par la mobilité. Le seul avantage, et un vrai gros avantage compétitif qu'on a sur nos jeunes, mais qui peut être un risque, c'est que par rapport aux Allemands, aux Espagnols, aux Anglais, eh ben, nous avons une population qui est assez mobile. Le colbertisme, il faut bien comprendre, ne vise pas en priorité le bonheur des particuliers. L'économie, pour Colbert, n'est qu'un moyen au service de la grandeur de l'État. Et la France doit susciter l'admiration du monde par son opulence. Elle doit produire les meilleures toiles, les plus belles glaces, les plus belles tapisseries, les meubles les plus riches, etc. On voit à la base d'un mémoire de Colbert de 1669, souvent cité, qui parle de chanvre, de fil de fer, de laiton, etc. Il a griffonné grandeur et magnificence. Voilà, donc tout l'homme, c'est au fond un nationalisme économique. L'idée de Colbert, c'est de faire rentrer le plus d'argent possible et d'or dans les caisses de l'État, avec une maxime de l'ordre, contrairement à celle de Fouquet, qui, soi-disant, serait la maxime du désordre. D'abord, il y a un postulat très simpliste. La richesse et la puissance se mesurent au stock d'or et d'argent. Alors, il y a des galions qui arrivent chaque année en Espagne, mais en fait, une partie ça disparaît dans la thésaurisation, donc rien ne bouge. Il n'y a qu'une, je cite, il n'y a qu'une quantité d'argent qui roule dans toute l'Europe. Donc, vision très, très pessimiste. La France, n'ayant pas de mine d'or, n'ayant pas de mine d'argent, eh bien, il faut une balance économique, balance favorable, développer les exportations, réduire les importations. Encore une citation, le commerce est la source de la finance et la finance est le nerf de la guerre. Colbert n'est pas ennemi de la guerre, contrairement à ce qu'on a dit, ce que Lavis disait en particulier. C'est toujours cette idée de grandeur. Donc il faut acheter moins de chanvre, moins de goudron, moins de fer aux Hollandais, aux Anglais, aux brandebourgeois, moins de produits de luxe aux Italiens. Il faut donc faire une guerre d'argent contre tous les États de l'Europe. En particulier, bien sûr, contre l'Angleterre et les Provinces-Unies. Comment ? Eh bien, on va développer les manufactures, les compagnies commerciales, développer aussi les colonies pour les matières premières, mais surtout pas de peuplade, c'est-à-dire pas de colonies de peuplement, puisque Colbert est lui-même populationniste et il faut que la population française reste. Colbert voudrait pousser à ce que les mariages se fassent avant 20 ans, par exemple, pour qu'il y ait davantage d'enfants. On voit ce nationalisme économique qui l'anime. Produire des biens de qualité, à des prix compétitifs, imiter l'étranger, travailler plus pour gagner autant, ou moins, je ne sais pas, et mettre des tarifs protecteurs aux frontières, pratiquer le dumping, améliorer les routes, lutter contre les oisifs, hein, donc les moines, les moniales. Alors il n'est pas anti-religieux, c'est quelqu'un qui a une vision très, très, très rationaliste des choses. Il n'est pas socialiste non plus. Il y avait un historien qui avait écrit un livre qui s'appelait Boissonnade en 1932, montrant que c'était l'étatisme. Pas du tout. Il y a une phrase de Colbert qui dit « La liberté est l'âme du commerce ». Donc en fait, c'est une économie mixte qui doit entraîner, servir de tutrice à l'économie. C'est en réalité du mercantilisme, c'est pas autre chose que le colbertisme. Je vous préviens de suite, je ne supporte pas les gens qui n'aiment pas Colbert. Donc je n'aime pas Alain Pierrefitte, je n'aime pas François Daubert, si, je l'aime bien. Je n'aime pas du tout Madame de Sévigné. Parce que déjà, quand je lisais ses lettres, je trouvais ça emmerdant. Et en plus, comme elle ne l'aimait pas, je ne l'aime pas du tout. Pour moi, c'est de toute l'histoire de France, pour moi, je parle de moi, je m'excuse, c'est comme moi qui ai le micro, c'est le plus grand serviteur de l'État. Ce n'est pas lui qui a créé l'État en France, mais ça a été l'instrument de la création de l'État. La méthode Colbert, pourquoi ? Parce que c'est une méthode d'abord et avant tout, c'est des règles. Il était libéral, tu l'as dit, par certains côtés, il ne l'était pas par d'autres. 6 principes. Le cadre, c'était simple. Unifier les marchés, c'est-à-dire faire disparaître les frontières à l'échelle nationale. Je rappelle que dans le bassin de la Loire, qu'on aime tous, puisqu'on est tous blésois, il y avait quand même 100 douanes. 100 douanes pour
aller du début de la Loire jusqu'à la fin. Ça fait quand même beaucoup. Il a unifié le territoire. Il a créé des fonctionnaires. Il ne travaille pas assez, mais c'est quand même utile. Attendez, il faut pour arriver à équilibrer un budget, cher ami, ça vous est jamais arrivé, pour arriver à équilibrer un budget, il faut des gens qui vérifient les charges et les dépenses. Pour ça, il faut des fonctionnaires. À l'époque, il n'y en avait pas, il y en a. Il a créé des normes. Il a créé des normes. Alors les normes, elles sont ridicules aujourd'hui quand on voit il n'y a pas le droit d'avoir plus de 6 pouces de blé ou je sais pas quoi, ou 6 fils sur tel ou tel textile. Ça paraît absurde. Mais, et je viendrai après dans le déroulé à la complexification du monde, à l'époque, c'était parfaitement adapté. Et il y a un point absolument essentiel dans toutes ces réformes, c'est qu'il a organisé les corps intermédiaires. Or, la Révolution les a supprimés. Et depuis la Révolution, c'est la merde. Il faut quand même dire les choses comme elles sont. Alors, voilà. Je ne développerai pas ce point-là. Par contre, l'immigration, je peux ? Bon, d'accord. Il a encouragé l'immigration et aidé l'université. Donc, il a fait, en gros, de la recherche et développement et de l'amélioration de la qualité de la main-d'œuvre. Donc, sur tous ces plans-là, il n'y avait rien, ni de protectionnisme, ni de dirigisme, ni d'interventionnisme. Il faisait simplement le cadre qui faisait que l'État pouvait fonctionner. Pitié, ne réduisez pas Colbert au protectionnisme. Il n'était pas protectionniste, il était mercantiliste. Alors aujourd'hui, dans un monde complexe, c'est ça la grande différence, on ne peut pas analyser deux situations, je suis totalement d'accord avec toi, avec les mêmes termes, c'est qu'on a un monde complexe et que la politique top-down, c'est-à-dire impulsée par l'État et qui se diffuse dans la société, crée des rentes. Et ça, c'est insupportable. Donc là-dessus, on est tous obligés de modifier notre logiciel économique et d'adapter notre colbertisme à la situation actuelle. Il est clair que les règles du colbertisme ne sont plus possibles aujourd'hui. J'ai le droit encore à 10 secondes, comme tu m'as dit. Vous avez le choix, 12 secondes. Vous avez le choix entre deux citations. Je te laisserai choisir. La première, c'est juste Louis XIV. Hein. Je n'ai jamais craint les aspirations des meilleurs et la liberté des hommes, mais ces libertés et ces aspirations ne sont possibles que sous la majesté de l'État. Et puis à l'alternative, que je vous laisse deviner, c'est Fénelon. La patrie d'un cochon se trouve partout où il y a du gland. Je vous laisse choisir. J'adore Colbert car Colbert est à l'origine du libéralisme français. Parce que c'est Pierre de Bois-Guilbert qui est vraiment l'inspirateur des physiocrates que Adam Smith avait dans sa bibliothèque, qui est donc le premier libéral, dont Foucault parle aussi, je vous en dirai plus, qui a réagi au colbertisme, le premier, et c'est le colbertisme qui l'a poussé à écrire ces traités qui sont devenus les traités fondateurs du libéralisme français. Je me permets de rappeler d'ailleurs que la France est quand même la patrie qui a inventé le libéralisme, y compris le mot au XIXe siècle. Je vais reprendre 5 termes sur lesquels Bois-Guilbert s'oppose à Colbert, et vous allez voir qu'ils ont une résonance, chacun d'entre eux, dans le débat contemporain. Bon, le premier, c'est qu'il montre le désastre du colbertisme, qui, dit-il, a fait baisser de moitié les revenus industriels du pays depuis 1660. Et donc le pays, au moment où Colbert part, est un pays en crise grave, en crise économique grave. Richesse du petit nombre, misère du grand, dit Bois-Guilbert. Il y a d'abord, bien sûr, le rejet de l'interventionnisme. Je rappelle quand même que Colbert, dont on vantait précédemment le libéralisme, a créé le Conseil du commerce, a donné des monopoles, des privilèges, a réglementé sur les manufactures et a multiplié les métiers jurés, hein, qui étaient l'ancêtre de nos corporations. Et il a fait la chasse aux métiers dits libres, par édit de 1773. Enfin, le dernier terme, c'est le rôle de l'argent, car finalement, les libéraux sont ceux qui aiment le moins l'argent, au sens où ils ne considèrent pas que c'est un bien ou un bien en soi, ils considèrent que c'est uniquement un moyen d'échange. Hein. Bois-Guilbert dit « l'argent n'est que le moyen de l'acheminement ». Alors que les mercantilistes, à l'image donc de Colbert, considéraient que l'accumulation d'argent, les réserves, étaient une fin en soi. Et là, je pense que c'est ce qu'on retrouve, alors peut-être avec plus de réserve, dans le débat sur la BCE et sur le quantitative easing et sur cette extraordinaire abondance d'argent dont aujourd'hui on fait la solution à tous les maux. Ce débat ressurgit effectivement plusieurs reprises dans l'histoire de France, mais il me semble que le stade 2 du colbertisme, ça a été le planisme.
Et enfin, aujourd'hui, ça prend une troisième forme, et c'est là que notre ami Montebourg me manque quand même, puisque lors de son temps libre au ministère de l'économie, il a écrit un livre qui s'appelle « La bataille du Made in France », que j'ai lu, et qui est une sorte de version French Tech du colbertisme, qu'il appelle d'ailleurs le colbertisme 2.0, donc c'est assez explicite chez lui. Et il reprend tous les termes de l'opposition, disant voilà, l'État doit être un commandant, un stratège au long cours, qui, fort de son omniscience administrative, là c'est moi qui commente, doit affecter des programmes à des plans, et donc Montebourg a conçu 34 plans, qui bien sûr sont restés lettres mortes, où on voit à la fois les industries du bois, le cloud computing, des plans assemblés par quelques experts et qui sont donc censés diriger l'économie du pays. Encore une fois, mon problème est moins le problème de l'efficacité économique que le problème de la justice, de l'autoritarisme, qui est toujours lié, et ça ne m'étonne pas d'ailleurs quand vous citiez l'idée qu'il fallait que à partir de 20 ans, les gens aient des enfants, etc. Pour moi, l'autoritarisme ou le dirigisme économique est toujours lié à l'autoritarisme moral. Et ça donne chez Montebourg, cette intuition de colbertisme 2.0, ça a donné la BPI, la Banque publique d'investissement, qui aujourd'hui a une présence absolument considérable dans l'économie française, que je combats de toutes mes très modestes forces. Et la BPI, pour Montebourg, doit lentement, je cite, lentement sûrement, grâce à la BPI, l'État redevient le grand frère des entrepreneurs. Et c'est exactement ce que l'État ne doit pas être. L'État doit assurer des conditions de marché, l'État doit effectivement être présent pour s'assurer que les gens respectent les contrats, que les marchés soient fonctionnels, que les investisseurs puissent venir, que la diversité des risques, des opinions, des modes de consommation, des cultures puisse être représentée dans l'économie. Mais l'État doit être le grand frère, le big brother, traduction un peu terrible de grand frère, est insensé. Je voudrais commencer par 2 citations. Colbert décide de tout. Il multiplie les édits pour codifier l'égarissage du bois, la largeur des pièces de tissu ou le poids des chandelles. L'initiative privée est a priori suspecte. On ne la tolère que soumise, encadrée, contrôlée. Dessinée au cordeau, taillée et retaillée, l'économie est à la française comme les jardins. Ça, c'était Alain Perfit en 1976 dans Le Mal français, nous expliquant que la lourdeur de l'État était due à un problème d'atavisme français. L'interventionnisme est devenu quelque chose de génétiquement attaché à l'État français depuis Colbert. Et donc, tous vos malheurs, c'est la faute à Colbert. C'est ce que vient de nous dire Gaspard Koenig. C'est la légende noire de Colbert, la légende commode. Je n'emploierai pas les mots brutaux d'Olivier pour caractériser les gens qui reprennent cette légende noire, mais je pense qu'il faut faire un tout petit peu d'histoire et regarder les choses avec un tout petit peu de précision, au-delà de l'idéologie. Quand Gaspard nous dit « Oui, mais regardez, Bois-Guilbert a expliqué que la moitié de la production commerciale industrielle française avait été tuée par Colbert ». Premièrement, je me demande comment il le sait, Bois-Guilbert, parce que l'INSEE, comme tu as dit, n'existait pas. Et pour avoir un tout petit peu étudié la manière dont l'administration française, la seule qui est capable de faire des statistiques à l'époque, l'a fait, on n'en sait absolument rien. Et Bois-Guilbert n'en sait rien. Et d'autre part, si la situation est telle, ce n'est pas la faute de Colbert, pardon, c'est la faute de son patron, celui pour la gloire duquel il travaille, qui veut faire la guerre, pour de multiples raisons sur lesquelles on n'a pas lieu de s'étendre, mais donc celui qui plombe l'économie française, c'est Louis XIV et ses guerres. Ce n'est pas Colbert qui essaie derrière de ramer pour financer la chose comme il le peut. Deuxièmement, Colbert pense et réagit en mercantiliste, vous l'avez dit tous. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les gens de cette époque, du XVIIe siècle, ont un horizon de pensée de l'économie qui n'envisage pas la possibilité de la croissance. Pour eux, il existe sur Terre une quantité de richesse qui est finie, et donc, si j'accrois ma part, ça ne peut être qu'en baissant la part de gâteau de l'autre. Donc ce sont des gens qui ne raisonnent pas en termes de croissance possible. Dès lors, ils ont une vision de l'économie qui est agonistique. C'est la guerre, l'économie. Il faut prendre aux autres pour avoir plus. Et effectivement, ils auront moins. C'est bien le défaut de corps intermédiaires, la défaillance de ces niveaux intermédiaires qui ont tous été balayés par la Révolution française au nom d'un individualisme absolu, qui ont créé la demande d'intervention. Et si l'État est appelé à intervenir, ce n'est pas parce que le grand méchant Colbert est toujours là et qu'il a des suppôts qui complotent dans les couloirs des ministères. Non, c'est parce que les gens le demandent, ils en ont besoin. Alors,
Il me semble qu'il faut arrêter avec le mythe du colbertisme, comme il faut arrêter avec le mythe de la concurrence pure et parfaite. Ce sont des mythes, ça arrange les idéologues, mais ça ne fait pas mon affaire d'historien. Il y a une grande ambiguïté dans le colbertisme dès le départ. Est-ce que Colbert n'est pas celui qui considère que l'État est le tuteur provisoire d'une économie qui a besoin de se dresser face aux Provinces-Unies, face à la puissance anglaise? Je rappelle cette phrase que j'ai citée tout à l'heure: la liberté est l'âme du commerce. Et vous aviez cité aussi une autre citation de Colbert. Voilà, donc entre la liberté et la régulation, est-ce que Colbert n'a pas été, à un moment donné, alors ce n'est pas dans son caractère véritablement, qui est assez interventionniste, mais est-ce qu'il n'y a pas cette idée que ce tuteur, à un moment donné, doit se retirer, et donc on a une vision un peu plus libérale de Colbert. Donc Colbert et le colbertisme, comme c'est aujourd'hui, ça n'existe pas. On a évoqué dans une des tables rondes ici la question de savoir pourquoi est-ce qu'une entreprise dure et une autre ne dure pas. Pour qu'une entreprise dure, il faut en particulier qu'elle entretienne sa mémoire sans que cette mémoire soit un obstacle à son adaptation, à son marché et à son environnement. Il faut donc à la fois faire l'histoire des entreprises, et en particulier pour entretenir les bases des valeurs autour desquelles on va orienter les personnels vers les performances. Et en même temps, il ne faut pas que le passé soit un obstacle. C'est la problématique qu'avait évoquée le président Beffa en disant, ben voilà, Saint-Gobain d'aujourd'hui a abandonné la moitié de ses activités passées, mais en même temps, ça reste Saint-Gobain. Ça reste Saint-Gobain, d'abord parce qu'il en reste 50%, et parce que les valeurs qui structurent l'ensemble de la mémoire, eh bien, sont restées celles-là. Et en fait, dans beaucoup d'entreprises françaises, vous avez vu qu'il y a beaucoup d'entreprises anciennes, cette problématique est présente. Là où lorsque les entreprises perdent leur mémoire, elles perdent aussi une grande partie de leur force.